Très bien, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la grande finale de notre concours d'éloquence 2023. Donc aujourd'hui, il y a 4 candidates qui sont encore en lice et qui vont s'affronter pour remporter le prix. Mais pour commencer, nous allons vous faire une petite présentation du projet. Alors notre projet qui a pour but de promouvoir l'art oratoire auprès de nous, étudiants de l'IAE, mais aussi aux personnes du public extérieur présentes ce soir. Car nous pensons que l'éloquence est un atout professionnel, mais aussi personnel, et c'est pourquoi nous sommes là pour vous le faire découvrir ou bien le rendre plus accessible au plus grand nombre d'étudiants. Donc soit en proposant par exemple un concours d'éloquence comme ce soir pour les plus audacieux, mais aussi en proposant des masterclass. Mais nous allons revenir pour la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, pour la grande finale du concours d'éloquence. Donc, pour départager les candidats, nous avons l'honneur d'avoir ce soir donc, un jury d'exception. Je vais demander donc au jury de venir à côté de moi, s'il vous plaît, pour pouvoir donc, les présenter. Et sans eux, cette soirée serait bien évidemment impossible. Donc, le premier membre du jury, donc, qui est actuellement doctorant à l'Université de Lille, qui est chargé de cours au sein de l'IAE Lille, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Rizzuto, s'il vous plaît. Le second juré qui nous fait le plaisir de rejoindre donc, les membres du jury ce soir est également vacataire à l'IAE Lille. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Demullier, s'il vous plaît. Et pour finir, j'ai l'honneur de vous présenter un jury fidèle à notre projet Éloquence à l'IAE, que ce soit pour sa présence en tant que jury ou également sa présence en tant qu'intervenant, notamment durant les masterclass. Monsieur Daudruy est étudiant au Conservatoire de Lille en théâtre, mais il est également traducteur et doubleur. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Donc, messieurs les jurés, merci encore de votre présence ce soir. Donc, comme vous le savez, vous allez avoir un rôle très important à jouer. Vous allez devoir donc élire notre grand vainqueur pour ce concours d'éloquence 2023. Pour cela, donc voici comment va se passer le concours aujourd'hui. Alors, tout d'abord, les 4 demi-finalistes vont passer chacun leur tour sur un sujet qu'ils auront choisi et préparé. Chaque candidat a 2 propositions de sujets différents et ils ont chacun 6 minutes pour s'exprimer. Ensuite, nous laisserons le jury délibérer afin de déterminer les 2 finalistes qui s'affronteront lors d'une joute oratoire non préparée. Suite à l'annonce des finalistes, ils auront 20 minutes pour préparer le sujet en prenant chacune une proposition différente sur le sujet. À l'issue de cette joute oratoire, le grand gagnant sera sacré. Donc, vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Donc, avant de vous présenter nos 4 finalistes, je vais vous faire un petit récap du premier tour. Donc, le premier tour était mardi 21 novembre. Il y avait 9 candidats en lice qui se sont affrontés sur un sujet qu'ils avaient préparé donc, à l'avance pendant 3 minutes. Ils se sont exprimés. À la suite de cela, le jury a délibéré. Et donc, nous avons donc aujourd'hui 4 finalistes que nous allons bientôt écouter. Donc, place à la présentation des candidats. Je vais vous demander de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Ils ne sont pas là. Si. Merci. Donc, sans eux, le concours serait bien évidemment impossible aussi. Donc, notre première candidate est étudiante en M2 MDP. Veuillez applaudir Iman, s'il vous plaît. Notre deuxième candidat est étudiant en L3 Management. Un tonnerre d'applaudissements pour Milo. La troisième candidate est étudiante en L2 Gestion. Faites du bruit pour Madi. Et le quatrième candidat est étudiant en M2 SMRC. Un maximum de bruit pour Maxime, s'il vous plaît. Donc, la première candidate à s'exprimer ce soir sera Iman. Veuillez l'applaudir. Iman
Oui, vous pouvez y aller, merci. Iman, qui lors de son premier passage nous a tous convaincus avec sa présentation sur un sujet autour du racisme. Elle revient cette fois-ci avec un sujet autour de la vérité. Est-ce que celle-ci est-elle bonne à dire? Bon courage. Ça marche? Impec. Bonsoir à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, écartons de ces dites vérités les méchancetés gratuites qu'une personne mal intentionnée tenterait de faire passer comme des faits. Non, tu n'as pas un franc-parler ou un fort caractère, tu es juste désagréable. Et me dire que j'ai un gros nez n'est pas une vérité, mais un point de vue mal placé. Maintenant que nous avons mis les rabat-joie de côté, toute vérité est-elle bonne à dire? En général, lorsqu'on se pose cette question, c'est qu'il y a un enjeu derrière cette vérité. Peut-être a-t-on peur d'être blessé, ou peur de blesser l'autre. D'un côté, mes tendances paranoïaques pourraient me pousser à ne rien dire de personnel pour éviter qu'on s'en serve contre moi. De l'autre, mes tendances empathiques pourraient me pousser à ne rien dire de critique à qui que ce soit. Face à une situation donc avec un enjeu, qui peut être une situation de conflit, de confrontation ou de simple échange, nous avons toujours 4 possibilités qui s'offrent à nous. Mentir, ne dire qu'une partie de vérité, ne rien dire et tout dire. J'ai personnellement passé une grande partie de mon adolescence à mentir à mes parents. À propos de sujets variés, mais principalement face à l'interdit. Après tout, pourquoi dirais-je la vérité quand je connais l'aboutissement de ce partage d'informations? C'était à l'époque ce que je jugeais être la meilleure solution. Je savais pertinemment que les soirées arrosées de mes 15 à 18 ans risquaient d'être bien moins nombreuses si j'en disais toute la vérité à mes parents. Alors ils en avaient une toute autre version. Oui, maman, elle était superbe cette soirée pyjama chez Lucille. Je leur disais avec une gueule de bois qui aurait pu faire peur à un ébéniste. Et puis j'ai grandi et j'avais moins d'interdits. Évidemment, ils n'auront pas tous les détails de ma dernière soirée endiablée, mais ils en auront une partie. Aujourd'hui, je ne mens presque plus à mes parents. C'est un plaisir. En grandissant, de pouvoir leur parler franchement. Si vous saviez le bien que ça me fait de discuter avec eux, de leur raconter mes semaines, leur parler de mes amis, de mes centres d'intérêt, de ma dépression à l'origine hivernale devenue intemporelle depuis quelques années, ou encore de mes inquiétudes face à la montée du fascisme en France et en Occident. Bref, vous avez compris, je parle avec eux de n'importe quel sujet. Enfin, presque. Il y a évidemment toujours quelques points qu'il est complexe d'aborder. Je dois admettre que pour un sujet en particulier, je ne leur dis rien. C'est parfois terrifiant de se confier sur quelque chose qui peut changer la perception que les gens ont de vous. Ce qui, avec du recul, n'a aucun sens. Enfin, je reste la même personne avant et après leur avoir dit. Non. Et pourtant. Ce cas très personnel illustre bien plus qu'il n'en a l'air. Je reste convaincue d'une chose. Toute vérité est bonne à dire, même si elle blesse, même si elle fâche. Parce que le mensonge ou l'omission ne font que reporter l'inévitable vérité. Dans certains cas, il vaut mieux ne pas traîner. Si tu n'aimes plus ta moitié, il vaut mieux lui dire plutôt que de la tromper, car tu ne feras que doubler la peine que tu avais peur de lui faire endurer au départ. Si tu es malade, il vaut mieux leur annoncer dès que tu l'apprends plutôt que d'attendre qu'il ne soit trop tard, car leur soutien te fera plus de bien que ta souffrance ne leur fera de mal, sachant que leur souffrance sera incommensurable, qu'ils tomberont d'extrêmement haut si la découverte est proche de ta perte. Dans d'autres cas, tu peux prendre ton temps, mais ne t'attends pas à vivre gaiement dans le mensonge. Je sais, ce n'est pas facile. Si ça l'était, mentir ne t'aurait même pas traversé l'esprit.
J'espère un jour pouvoir leur dire toute la vérité. Mais je crois que j'ai encore besoin de grandir. Merci. Merci Iman pour ce brillant discours. Donc pour notre prochain candidat, nous allons accueillir Milo. Donc c'est le deuxième candidat de la soirée. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Donc Milo a su nous faire voyager lors de son premier tour, nous emmener avec lui lors de sa prestation sur la question de si l'herbe est-elle plus verte ailleurs. Et nous avons hâte de voir ce qu'il a à nous dire ce soir, si l'effort paye-t-il toujours. Si c'est possible. Merci. L'effort paye-t-il toujours? C'est un bon sujet qui m'a été accordé. Mais j'ai cherché à faire un effort et à sortir de ma zone de confort. Alors, d'un sujet, j'en ai fait deux, d'une idée, je l'ai doublée, d'une pensée, j'ai repensé. Et comme on a pour but cet exercice d'éloquence, je vais jouer avec la subtilité que m'est accordé le français. L'effort paye-t-il toujours ou l'effort paye-t-il toujours? Je vais répéter. L'effort paye-t-il toujours ou l'effort paye-t-il toujours? Les forts sont les puissants, les dominants, les gouvernants. Les efforts sont faits par les militants, les activistes, les avant-gardistes. Et pour savoir si l'effort paye-t-il toujours, je vais vous l'illustrer avec du concret, malgré son terme si abstrait. L'illustrer par de la politique. Et oui, de la politique pendant 6 minutes. Vous me direz que c'est insensé, que ça va sûrement durer, mais moi, ça me fait kiffer. Kiffer car la passion de la politique de mon père, elle a été donnée. De mon enfance, j'y ai baigné. De ma famille, on en parlait à tabler. Alors, dans notre monde rempli de duperies, qui sont les forts et qui font les efforts? Politiquement, les talibans, ce sont les forts, et les femmes afghanes, elles font les forts. Poutine, c'est le puissant, et ce qu'il caractérise comme organisation terroriste, je cite, les LGBT, eux, ce sont les militants. Les LGBT, cette organisation donc terroriste, qui milite en marchant d'ailleurs, et qui font l'effort de faire avancer une société un peu trop bornée. Juste à côté, les Ouïghours, eux, subissent l'effort, dans un silence absolu que nos dirigeants ne trouvent pas dérangeant. Des luttes écologistes aux luttes activistes, les militants font des efforts permanents, tandis que les puissants, eux, jouent l'effort dominant. Voilà donc nos puissants et voilà nos résistants. Mais est-ce que résister, s'insurger, se rebeller, ça paye toujours? Eh bien non. L'effort ne paye pas toujours, dans la mesure, bien sûr, où payer est une finalité à une lutte, à un combat. Dans notre monde, Luther King et Rosa Parks y participent, mais le racisme y reste ancré. Dans notre monde, Vanessa Neckate et Greta Thunberg y participent, mais la neutralité climatique n'est arrivée. Dans notre monde, Simone Veil et de Beauvoir y participent, mais toutes les femmes ne sont émancipées. Ils ont tous énormément apporté, mais ça n'a pas toujours payé. Le racisme n'est pas condamné, la planète n'est pas sauvée, l'égalité n'est pas octroyée. L'effort ne paye donc pas toujours. Mais attendez. Attendez. Et si les forts faisaient les efforts? Si les forts faisaient l'effort, sans jouer au plus fort, juste pour faire l'effort,
sans notion d'ego ni même de rivaux, enlever les émulations pour ne plus être en opposition et remplacer cette rivalité par de l'humilité. Alors, tout pourrait changer. Dans un monde dirigé par des politiques un peu trop individualistes et pas assez humanistes, c'est certes un peu utopiste, mais si les forts de notre monde faisaient les efforts. Si les efforts venaient d'en haut et plus d'en bas, si les efforts venaient des têtes et plus des bras, si les efforts venaient des dirigeants et plus des gens. Là est peut-être la solution. Imaginez les États-Unis luttant réellement pour le climat, avec, qui sais-je, un Trump appuyant les rapports du GIEC, une Chine se préoccupant du droit humain, encourageant une liberté d'action et d'expression en arrêtant cette notation pour ne pas finir dans la narration de George Orwell. Une Russie s'efforçant de se faire un peu plus petite, où Poutine se concentrerait sur les frontières établies à la fin de l'Union soviétique. Une Europe conciliante sur la migration en arrêtant cette séparation digne des plus grandes ségrégations, pour être un peu plus dans le grand rapprochement et non dans le grand remplacement. Un Moyen-Orient centralisé non pas sur leurs différences, mais bien sur leurs ressemblances. Ainsi, si on abandonnait les rapports de force et on se concentrait sur nos insuffisances, ainsi, si les efforts étaient faits par ceux qui peuvent changer les choses et non ceux qui veulent changer les choses, ainsi, si les efforts faits par les gens étaient poussés par nos dirigeants, alors peut-être que les efforts faits par ces militants, ces activistes, ces avant-gardistes, repris par ces forts, ces puissants, ces dominants, ces gouvernants, y verraient une finalité qui ne pourrait que payer. Et dans ce cas, les forts des forts paieraient sûrement. Merci. Merci Milo. Laissons maintenant place à notre troisième candidat, Madi. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Madi qui avait su convaincre le jury avec sa prestation sur le sujet « Si l'herbe était-elle plus verte ailleurs ?» Elle va ce soir nous présenter sa vision de la morale et si celle-ci est-elle en opposition avec le progrès. Bon courage. Mesdames et messieurs, chers publics, bienvenue dans ce lieu d'échange où la morale et le progrès dansent une valse complexe. Une grande partie des êtres humains sont guidés par la morale. Nous tous ici, je l'espère, avons un tant soit peu d'éthique, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique et même en Amérique. Nous avons tous grandi en entendant que la morale était notre boussole, notre guide infaillible, même si quelques de ces réflexions peuvent être jugées inadmissibles. Mais aujourd'hui, je vous propose une exploration audacieuse. Et si, parfois, cette boussole devenait un poids, un frein inattendu à notre évolution? Imaginez, cher public, imaginez, un monde où les règles morales auxquelles nous tenons d'une manière viscérale se dresserait comme une montagne. C'est dans cette toile complexe de paradoxes que nous plongeons aujourd'hui. Accrochez-vous, car nous allons remettre en question nos convictions les plus profondes, et explorer le rôle de la morale en tant qu'amie parfois, et comme l'intrigante ennemie du progrès. Pour commencer, j'aimerais que l'on définisse et que l'on déconstruise la morale. Quelle est-elle, finalement? Sur quoi est-elle réellement basée? Le Robert me dira que la morale est la science du bien et des règles de l'action humaine. Le Larousse me dira que la morale est la bonne façon absolue, découlant d'une certaine vision de la vie.
L'homme moral, décrivait Kant, n'est pas celui qui est heureux, mais celui qui mérite d'être heureux. Tant de définitions qui finalement ne veulent rien dire. Pour moi, la morale, c'est ce que ma mère m'a appris étant plus jeune. C'est ce que les institutions, la religion m'a appris étant plus jeune. Et c'est ce que le monde du travail m'apprendra demain. C'est à travers le prisme des autres que nous avons tous ici appris ce qui était bien et ce qui ne l'était pas, ce qui était moral et ce qui était immoral. Jadis, nos ancêtres étaient-ils donc légitimes à créer cette morale? Aujourd'hui, sommes-nous donc légitimes à créer la morale, à la définir, à la façonner pour les êtres de notre futur? Prenons les exemples du passé. Temps moderne, Galilée, âgé d'une cinquantaine d'années, est condamné. En effet, il lui fut interdit de publier les ouvrages qui s'opposaient au fait que, oui, la Terre n'était pas le centre de l'univers. Il s'opposait aux idées de l'Église qui mettait nos petits corps, nos petites mains, nos petits visages comme l'épicentre d'un univers tout entier. Mais à l'époque, quelle était l'Église? Aujourd'hui, nous le savons, la domination passée de l'Église n'était pas la meilleure chose pour le progrès humain. Mais à l'époque, l'Église, c'était la morale, la marche à suivre et la vérité absolue. Mesdames et messieurs, 200 ans d'esclavage français en Afrique. 200 ans. Quel était le but? La création de valeur, les écus, les espèces, la liquidité, l'argent, 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 l'argent. Et que disait-on aux Français? Nous allons civiliser ces peuples. Nous allons leur donner une éducation. Nous allons leur donner nos coutumes, nos affaires, nos vêtements. Et par la même occasion, s'enrichir un petit peu. Qu'est-ce qui a été réellement fait là-bas? Des viols, de la maltraitance, pas de conditions, de l'humiliation, des punitions. Alors pourquoi 200 ans? Pourquoi en l'espace de 2 siècles, l'État français, l'État des droits de l'homme, a continué de torturer ces peuples? Eh bien, je vais vous le dire. C'était pour le progrès, pour l'avancée, pour le rayonnement de la France. Et, mesdames et messieurs, pendant toutes ces années, la morale, comme nous l'entendons aujourd'hui, n'y a pas mis un seul pied. Vous me direz, cher public, que c'était les mentalités du passé, que ces temps nous ont inquiétés, mais aujourd'hui que les choses ont changé. Alors aujourd'hui, notre belle époque, où l'on veut que la morale soit basée sur le respect, la bienveillance avec son prochain et sur la soi-disant justice. Notre époque où l'on veut que progrès rime avec moralité. Je vais vous donner un mot. La bombe A, communément appelée la bombe atomique ou la bombe nucléaire. Cette création par le physicien Oppenheimer a révolutionné le monde scientifique. C'est l'une des plus grandes avancées sur le plan physique et militaire. Et maintenant, je vais vous donner un chiffre. 300 000. 300 000, c'est le nombre de personnes présumées mortes après les bombardements faits avec cette bombe sur Hiroshima et Nagasaki. Alors, la bombe A, je vous le demande, progrès ou pas? Nous sommes en 2023 et pourtant, la famine et la guerre ravagent notre monde. La Palestine, le Congo, l'Afghanistan, le Sud-Soudan, Haïti, l'Ukraine et j'en passe. Nous sommes en 2023 et notre monde ne cesse de progresser, d'avancer. Demain, les visites sur Mars, les voitures volantes et les chiens-chats seront coutumes. Nous sommes en 2023 et je vous invite à repenser la relation entre la morale et le progrès. Nous sommes en 2023 et, penseurs critiques que vous êtes, je vous invite à réfléchir. Merci. Bravo. Merci.
Merci Madi. Enfin, veuillez applaudir notre dernier candidat tant attendu de la soirée, Maxime Joubert. Donc, lors du premier tour, Maxime nous avait tous entraînés avec lui lors de sa performance Et si tout le monde ment. Nous le retrouvons ce soir autour d'un sujet sur la persuasion et si le fait de gouverner est synonyme de faire croire. Vous pouvez l'applaudir. Gouverner, c'est faire croire. Vous, moi, nous avons tous à un moment donné cru. Cru en quelqu'un, cru en quelque chose, cru en quelque part. Depuis notre plus tendre enfance, nous nous construisons sur la base de croyances. Innées ou aidées, erronées ou justifiées, assumées ou dissimulées. Un fait que nos politiques ont bien compris, dont nos dirigeants se sont servis, parfois avec parcimonie, souvent avec boulimie, avec une légère pointe de mépris, mais toujours pour le bien de la patrie. Travailler plus pour gagner plus. Affaire Kadhafi, 1 an de prison avec sursis, mais si M. Sarkozy nous a menti, c'est pour le bien de la patrie. Emploi fictif de Pénélope Fillon. Comment ce cher François Fillon aurait-il pu nous la mettre ainsi dans le... si ce n'est pour le bien de la population? Les omissions des commissions, les mystères des ministères, les faux-semblants du Parlement, finalement, est-ce si surprenant que le gouvernement? Même avec mon niveau mathématique, résultat d'un bac scientifique, même avec ma capacité d'étude sémantique, résultat d'enseignement philosophique, je ne parviens plus à compter ni même à distinguer ces mensonges éhontés. L'éducation nationale aussi m'aurait-elle trompé? Une accumulation de mensonges, je n'ose plus la vérité même dans mes songes. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui croire parmi ces vendeurs de rêves pour qui la tromperie ne connaît pas la trêve. Ce soir, nous aurions pu voir le verre à moitié vide de Cahuzac. Mais non, parce que faire croire ne veut pas nécessairement dire mentir. Faire croire, c'est également donner l'espoir. L'espoir! Un sentiment si puissant, galvanisant, un sentiment qui en nourrit tant d'ambition, de nation, de révolution, un sentiment que l'on aime ressentir, que l'on veut découvrir, auquel on a besoin d'appartenir. Lorsque l'espoir est partagé par des hommes et des femmes engagés, pour qui qui sont convaincus que des jours meilleurs sont à leur portée, alors sa puissance est décuplée. L'espoir devient alors cette lumière dans le noir. Gandhi, Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Simone Veil, Cyril Hanouna, ces personnalités historiques ont su écrire une nouvelle page. Une page où les mensonges ne se conjuguent pas, où les intérêts personnels ne s'accordent pas et où l'engagement ne se rature pas. Ces gouvernants, par le simple exercice de leur fonction, ont su inspirer toute une nation, convaincus de l'importance de leur mission, conscients de la confiance accordée par leur population, sans jamais faire croire à l'interrogation, en affirmant toujours à l'exclamation. Ce qu'ils avaient compris, l'ENA ne l'aurait sûrement jamais appris. Un constat qui tire vers l'ironie alors que la majorité de nos responsables politiques en sont sortis. Ils ont compris que gouverner, c'est inspirer, rayonner et faire rayonner, guider et unifier pour qu'une nation puisse s'élever et prospérer. Ils ont compris que la supercherie, les calomnies et les ignominies sont les faux amis d'une nation qui grandit. Ils ont compris que peu importe le prix, la vérité est le bien commun qui unifie. Mais attention, restons prudents et avertis.
La frontière entre figure providentielle et gourou est parfois fine. N'oublions pas les heures sombres de notre histoire où vendeurs d'espoir et dictateurs avides de pouvoir, fascinés par la gloire, se confondaient bien souvent dans le reflet du miroir, s'appuyant sur une nation et ses déboires. Vêtus de noir et de brouillard, couverts de cendres et de sang, d'injustice et de sévices, l'espoir nazi est le triste mais parfait récit pour se souvenir de l'importance de ne pas se laisser happer par n'importe quelle croyance. Ce soir, je ne veux pas être fataliste, persuadé qu'une issue subsiste si chacun d'entre nous résiste et persiste. À nous de faire croire à ces gouvernants et ces gouvernantes que notre lucidité est palpable, notre souffrance lancinante, mais notre prise de conscience inéluctable. Oui, gouverner, c'est faire croire. Mais à eux de nous guider et non de nous aveugler. Oui, gouverner, c'est faire croire. Mais à nous d'y entrevoir le simple mensonge ou la promesse d'espoir. Merci Maxime pour ta prestation. Maintenant, nous allons laisser les jurys délibérer pour élire nos 2 finalistes. Merci. Donc le jury a délibéré, mais d'abord je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour nos 4 finalistes, s'il vous plaît. Donc nous allons laisser le jury s'exprimer sur chacun des candidats et ensuite annoncer le résultat. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, étant donné que j'ai le plaisir d'inaugurer ce premier retour, en profiter en notre nom à tous les 3 pour vous féliciter tous les 4, toutes et tous les 4, parce que c'était vraiment des performances remarquables sur le plan technique et sur le fond. Et ça a été un vrai plaisir de pouvoir les écouter. Ça a été très compliqué de les juger, mais comme à chaque fois. Mais bon, c'est peut-être pas si douloureux que ça, puisque nous, on revient souvent quand même. Alors, on va donc faire candidat par candidat, candidate par candidate. Et on va commencer dans l'ordre des passages. Alors, en l'occurrence, Iman, du coup, qui était la première, c'était remarquable. C'était vraiment, non seulement c'était intéressant, c'était émouvant, la technique était là, vous n'avez pas lu vos notes. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose à souligner. Une très bonne prosodie. Une voix qui porte malgré une ambulance chiante qui passe dans la rue. Et ça aussi, c'est à remarquer. Sans vous laisser déconcentrer, d'ailleurs. Avec une bonne maîtrise du temps, une bonne maîtrise de la technique. Donc, une chose, en revanche, qui posait problème, et c'était sur la question du temps. Vous faites des pauses aux bons endroits, pas de souci. Mais le temps était un petit peu trop court dans ce que vous avez fait, de ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous étiez autour de 4 minutes 30. Et sincèrement, on a l'impression que c'était en 30 secondes, tellement on était happé par votre texte. Donc voilà. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Et donc, je vais enchaîner avec Milo, qui est passé en deuxième, là-haut, du coup. Bravo aussi, encore cette semaine. Je remarque déjà par rapport au tour d'avant, un bel effort sur la voix, où c'est quelque chose qu'on t'avait fait, qu'on t'avait dit, et là, j'ai trouvé que justement, tu as bien réussi à poser ta voix et à mettre du volume. Et j'imagine que tout le monde t'a bien entendu. Donc déjà, bravo pour ça. Tu as pris un gros risque sur ce sujet, forcément, en allant chercher une double lecture. C'est un point de vue très intéressant et tu l'as fait de manière assez intelligente. Mais le petit problème, c'est le fait que tu as tendance à un peu nous perdre du coup, dans cette double lecture et qu'au final, tu ne vas pas complètement répondre à la question. Parce que tu vas réussir à répondre à la question, mais à la question que tu as posée et pas à la question qui est posée par le sujet de base. Mais déjà, bravo pour le risque pris et très belle construction autour de tout ça quand même. Bonsoir. Déjà, bravo aux 4 finalistes. Effectivement, ça a été relevé. Vous avez fait une très belle performance. Et je passe juste un petit message personnel, parce que moi, vous m'avez convaincu. Alors bien sûr, à un moment donné, il faut choisir. Choisir, c'est renoncer.
si jamais un jour vous voulez vendre de la bonne bière. Je recrute régulièrement. En tout cas, vous avez des talents d'orateur et certainement aussi pour convaincre nos chers amis distributeurs de vendre nos marques. Donc voilà, je vous donnerai mon numéro à la fin. Madi, ce qu'on a apprécié. On a apprécié tous les trois le parallèle entre le présent et le passé, les références historiques, des arguments convaincants en s'appuyant sur des éléments factuels, des éléments chiffrés. On a apprécié ton aisance verbale, l'utilisation du verbe. A contrario, on a noté quelques points d'amélioration et on a un peu moins apprécié le côté mécanique parfois qui pouvait revenir, et notamment cette impression de lecture de texte. Voilà ce qu'on pouvait te dire, Madi. Et on va finir par Maxime, forcément. Aussi, je ne l'ai pas dit, mais comme mes deux collègues, bravo à tous les quatre, parce que vous avez vraiment monté la barre déjà par rapport au premier tour. Donc, très belle performance de vous quatre. Pour en revenir à Maxime, bravo. Vraiment, tu nous as fait quelque chose de très carré, de propre, soigné, une belle construction. Tu vas chercher des belles sonorités, tu vas chercher des petits jeux de mots. J'aime bien, et ça arrive tous les ans, mais les moments où tu vas chercher deux mots dans un, où c'était quoi? C'était gouvernement, typiquement, où ça marche bien, c'est efficace, et tu le dis d'une manière qui marche. Tu as une très belle adresse, tu poses très bien ta voix, et tu viens nous chercher, donc on te suit pendant tout le temps. Tu es concret dans ta parole, et tu mets un très bon rythme, et tu arrives à faire des belles ruptures dans ton intonation, dans ta voix et dans ton texte. Donc bravo à toi. Du coup, le moment tant attendu, l'annonce des deux finalistes. Et sans plus attendre, on ne va pas faire un suspense monstrueux. Il y en avait 4 et il faut en choisir 2. Et ce soir, ça sera Iman et Maxime. Donc merci beaucoup et félicitations aux deux finalistes. Vous pouvez me rejoindre si vous le souhaitez, pour les applaudir bien évidemment. Donc nous allons laisser 20 minutes aux deux finalistes, donc en salle 322, pour préparer leur sujet. Et donc le sujet est « L'important c'est de participer ». Ça va s'afficher. Donc, on va faire une personne va défendre la vision positive et l'autre la vision négative. Donc, on va faire un tirage au sort. Qui veut tirer? Tu veux tirer? Vas-y. Qui veut tirer? Attention, tirage au sort. Oui, l'important, c'est de participer. Je suis pour. Bon, bah du coup, non. L'important, c'est pas de participer. Allô? Alors, pendant que nos finalistes se préparent, s'il vous plaît. Pendant que nos finalistes se préparent, je voulais rapidement vous parler d'un de nos projets qu'on a. Alors, certains d'entre vous le savent sûrement.
Tous les ans, il y a un concours inter-IAE qui est organisé. Les 2 dernières années, c'était à Rennes. Et cette année, enfin l'année prochaine, le 16 mars, on va organiser ce concours ici à Lille. Et c'est l'opportunité pour nous de mettre en valeur notre IAE et de créer des liens avec tous les IAE de France. Et donc, je vous invite à scanner ce QR code et de nous suivre sur Instagram pour avoir toutes les actualités sur notre projet. Merci. Et on se retrouve dans 20 minutes. Donc, je vais demander d'applaudir nos 2 finalistes, Iman et Maxime. Et du coup, bon courage. Qui commence? À toi, Anna. Tu me laisses commencer? Ouais. Bon, c'est parti. Si choisir, c'est renoncer, pour citer monsieur. Participer, c'est prendre le risque de perdre. Et sans prendre le risque de perdre, on ne gagne jamais. Par exemple, toi et moi ce soir, malheureusement, un de nous deux ne sera pas gagnant. Mais l'expérience n'en sera pas moins belle. Et le public ne se souviendra pas moins de toi que de moi. La preuve en est, l'année dernière, je perds en finale. Et au gala de fin d'année, quelqu'un de légèrement alcoolisé vient me voir et me dit, tout émoustillé, « C'était exceptionnel, t'as fait pleurer ma copine !» Comme quoi, pas besoin de gagner pour marquer les esprits. Je ne peux que en partie acquiescer. Effectivement, certains bons derniers, on peut s'en souvenir. Mais si on pense à Jean Lassalle, il n'a effectivement jamais gagné, mais quelle image. Est-ce qu'on a vraiment envie de ressembler à ça? Je ne sais pas. Effectivement, participer, c'est bien, mais personne n'a jamais donné de trophée aux bons derniers. Personne ne leur a jamais accordé autre chose qu'au moins une parcelle de médiocrité. Pour reprendre sur Jean Lassalle, c'est l'image que lui-même a décidé de montrer au monde. J'imagine qu'il en est plutôt content, même si toi et moi, on ne rêve pas de l'avoir. C'est vrai. Maintenant, ce qui prime, ça reste l'expérience. Même si on est bon dernier, au moins on a le mérite d'avoir essayé. C'est vrai. Ma maman n'arrêtait pas de me le dire aussi. Elle me disait, Maxime, tu es spécial. Dans sa bouche, ça n'arrivait pas génial. Alors effectivement, des fois je perdais, elle était là pour me consoler. Mais malheureusement, j'ai jamais rien décroché derrière. Et puis, au final, participer sans gagner, c'est un peu comme draguer sans baie de côté. Pour avoir beaucoup participé sans gagner, car je fais un sport relativement ingrat où 60 personnes se battent et 3 personnes sont sur le podium. Et en plus de ça, je rentre avec des bleus sur la gueule. Au judo, j'ai pas beaucoup gagné, mais je trouve que l'expérience, elle m'a énormément forgé. Que savoir se relever après chaque chute est bien plus important que de gagner à chaque fois. Parce que j'en ai vu des gamins qui gagnaient tout le temps et le jour où ils ont perdu, ils ont tout arrêté. Alors que quelqu'un qui a perdu maintes et maintes fois, il se relève et la fois d'après, il aura peut-être une chance de gagner. C'est vrai. On dit qu'on se construit souvent sur nos propres défaites. Mais j'en connais aussi beaucoup qui se sont construits sur des succès. Personne n'est devenu riche parce qu'il a perdu au Monopoly. Et personne n'est devenu lettré parce qu'il a perdu au Scrabble. Effectivement, quelqu'un de très connu, Scheim, a dit « Lève ta main, écris victoire ». Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas pris au pied de la lettre. Et elle a fini dans un clip de Lorenzo. Comme quoi. Après, Scheim, elle s'en sort pas si mal. Hein. Entre toi et moi, je pense qu'elle gagne beaucoup plus qu'on rêverait de toucher un jour dans notre vie. C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être glissé dans le top 50 entre Michel Berger et Édouard Balladur. Ce sont des artistes que malheureusement, je n'ai pas la chance de connaître. C'est justement parce qu'ils ont toujours fini bon dernier. Top 50, ma foi, c'est mieux que top 200 ou 3 écoutes sur Spotify. J'ai pas précisé le top 50 de quoi après. Mais malgré tout, ce soir, c'était bien.
C'est vrai que c'était cool de participer, mais la différence c'est que si je gagne, je pars rue Royale et c'est quand même vachement plus sympa. Alors que si je perds, j'appelle ma mère et elle me dit que je suis spécial. Bah écoute, personnellement, si je gagne, je vais au restaurant chinois, c'est ça? Avec la belle brochette d'amis que j'ai juste là. Et si je perds, je vais encore plus au restaurant chinois avec la belle brochette d'amis que j'ai juste là. Avec leur super belle pancarte. Si vous entendez ces petits bruits de papier derrière vous, messieurs les jurys, c'est mon nom éplé qu'ils crient. Que je gagne ou que je perde, mon cœur est rempli de bonheur de la même manière. C'est très bon le chinois, mais si elle avait gagné, elle vous aurait peut-être invité. Là, malheureusement, vous allez devoir raquer. Après, bon, les discours humanistes, c'est peut-être pas mon truc. Je laisse ça aux bobos gauchistes. Tout ce que je retiens, c'est que si on veut gagner, il faut participer. Mais pour participer, c'est mieux de gagner. C'était vraiment pas bien tourné. C'est la fin des 15 minutes? Non. Ah, c'est vraiment allé vachement vite. Moi, je pense que tu confirmes un petit peu mon propos. On ne peut pas gagner sans participer et prendre le risque de perdre. C'est une plus belle victoire que de rester chez soi et de ne même pas essayer. Parce que finalement, on se forge d'expérience. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait n'accomplira jamais rien. Alors quelqu'un qui aura peut-être échoué toute sa vie, c'est jamais facile de perdre. On va pas se mentir. Mais je préfère perdre à répétition que de n'avoir aucun objectif, aucun but et de ne jamais essayer. Je suis d'accord pour dire qu'il est toujours mieux de participer que de ne rien faire. Cependant, l'ambition a toujours été l'ami d'autre chose que la médiocrité. Participer ne nous fait pas forcément avancer, il nous fait constater. Mais qu'avons-nous envie de constater? Notre incompétence ou notre compétence? Notre talent ou simplement notre présence? Comme tu le dis, l'important c'est de participer avec ambition. L'un ne veut pas dire qu'on efface l'autre. Si l'important est de participer, et bien évidemment on y va à chaque fois avec l'envie de gagner. L'envie ne suit pas toujours la réalité, mais le plus important, c'est que quand on participe, on y croit. Mais après, excuse-moi, je finis cette phrase et je te donne... C'est à toi. J'ai perdu mon propos. Voilà comment on défonce la concurrence. Léger sabotage. Je t'en prie, vas-y. Tout ce que je retiens, c'est que ce soir, et je ne veux pas jeter la pierre, ni même Timothée, j'espère que j'aurai la fierté de dire que j'ai gagné. Je rentrerai sûrement plus comblé. J'aurais effectivement participé, j'aurais appris sur moi-même, j'aurais passé un très bon moment à tes côtés. Et j'espère que l'année prochaine, ça pourra se répéter. Et que cette fois, tu seras vraiment là pour gagner. Parce qu'il y a un vrai sentiment de plénitude quand on rentre chez toi, quand on rentre chez soi, après avoir fait quelque chose de bien. C'est moins facile de rimer quand on n'a pas le texte devant les yeux. Moi, je pense repartir avec, peu importe ce que le jury décidera, quelque chose qui me comblera. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'ambition de gagner. En tout cas, j'ai tout donné pour. Maintenant, j'aurais pu très bien rester sur ma défaite de l'année dernière, être dégoûté, crier au scandale qu'on m'ait volé. Pourtant, je suis là devant vous et je réessaye. Est-ce que l'important, c'est pas finalement que j'ai participé? L'année dernière, je me suis relevé et je reparticipe encore aujourd'hui et je reparticiperai la fois d'après s'il le faut. L'important, c'est toujours de participer parce que si on ne veut que gagner, à la première défaite, on s'arrête. Je suis assez d'accord, mais malheureusement, depuis tout à l'heure... T'es souvent d'accord avec moi, quand même. C'est vrai. Et j'ai d'ailleurs fait un constat, c'est que cette joute tourne cruellement en rond. Est-ce parce que nous balançons ici-là de banales vérités, comme quoi participer, c'est vraiment cool, et que gagner, c'est mieux pour la fierté, que la médiocrité n'est pas une faiblesse, mais juste l'envie de progresser. Cependant, soyons d'accord sur le fait que toi et moi, en rentrant, de celui qui aura gagné, sera sûrement celui qui sera le plus refait. Alors effectivement, on peut continuer à dire que participer c'est bien, et c'est une vérité, on encourage tout le monde à le faire, et l'année prochaine, venez tous parler avec nous.
Mais ce sentiment de fierté, il n'est là que lorsqu'on a gagné. Je pense que je vais me répéter si je dis encore que je ne suis pas d'accord. Vous avez plus ou moins compris mon propos. Maintenant, à vous de décider qui de nous deux était le plus convaincant. C'est dur, hein. Bah ouais. Je te jure. Franchement, j'ai usé 5 points, après c'était fini, j'avais plus de feuilles. Mec, regarde, il n'y a même pas de verso. On prend tous des mots différents, on les répète. Des exemples un peu, mais bon, vas-y. Merci beaucoup pour cette belle prestation. Donc maintenant, nous allons laisser le jury décider. Ah oui. On va les laisser délibérer et puis on pourra avoir le grand gagnant. Donc bravo aux deux candidats pour cette finale. Mais le jury va bien évidemment devoir désigner un seul gagnant. Donc je vais laisser la parole au jury. Bon, j'ai été désigné par le jury, voilà. Vox Populi. Alors déjà, félicitations à tous les deux. Alors attendez, que je vous retrouve quand même tous les deux. Voilà, j'ai Iman ici et j'ai perdu Maxime qui est là-bas, effectivement. Ça va être facile pour vous voir en même temps tous les deux. Venez ici, venez tous les deux là. Et puis on peut les réapplaudir un bon coup en même temps. Ouais. Parce que c'est probablement l'exercice le plus difficile qui soit, pas de venir sur scène, hein, mais l'exercice d'improvisation comme ça, parce que vous avez 20 minutes de préparation seulement, pour 10 minutes de passage, ce qui est quand même énorme, et en plus sur un sujet que vous veniez à peine de découvrir, donc c'est ultra compliqué, et vous avez beaucoup de mérite d'avoir fait ça ce soir, vraiment. On vous a, tous les trois, on vous a vraiment admiré, parce qu'on en aurait été incapable, hein, soyons tout à fait honnêtes, on aurait été un peu en peine de mener cet exercice-là. Alors, sur la question des retours, on fait déjà un retour pour les deux et ensuite on dira qui de vous deux on a décidé de hisser sur le podium. Alors, c'était une chose qui était très gentille. Voilà. Vous aimez bien, ça se voit, il n'y a pas de problème. L'idée, c'était que sur la première moitié, finalement, Iman, vous avez probablement pris le dessus dans le sens où, comme vous avez commencé, vous avez posé vos arguments. Vous aviez 2 très bons arguments au début, vous les avez mis, et du coup, Maxime, derrière, vous deviez rebondir. Donc, vous étiez un peu passif, un peu victime face à la puissance du coup droit d'Iman. À partir de la fin de la première moitié, finalement, du propos, là, Iman, vous avez commencé à être un peu perdu, au sens où vous ne saviez pas exactement en termes de temps où vous en étiez, s'il fallait continuer, vous étiez un peu à sec. Et du coup, Maxime, par-dessus, est venu avec... Parce qu'il y avait une alarme. Parce qu'il y a une alarme, oui, je sais bien, mais du coup, derrière, vous n'avez pas rebondi avec un autre argument. Et finalement, vous aviez proposé, vous avez dit à Maxime, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Et Maxime a rebondi dessus, il a repris la main sur la seconde moitié. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à part ça dans les retours qu'on voulait faire? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là, c'est moi qui sèche pour le coup. Le jeu de jambes, justement. Peut-être le côté stand-up, je crois, on disait un peu un côté impro et une capacité, une facilité à rebondir, effectivement, et à un moment donné à prendre l'ascendant. Ouais. Aussi préciser que on est d'accord sur le fait que c'est un sujet pas facile, où pour trouver des angles d'attaque sur le sujet et pour poser des arguments, en fait, vous avez tous les deux donné 2-3 exemples concrets et pas plus, parce qu'il faut les trouver et les trouver pour justement ne pas tourner en rond. Et le sujet était assez difficile à ce niveau-là, et donc déjà, ça prouve à quel point, déjà en 20 minutes, vous avez réussi à créer quelque chose à partir de ça. J'en profite justement pour dire à l'orga, justement, sur un sujet comme ça, n'hésitez pas à être innovant aussi, dans le sens où vous pouvez proposer des sujets presque assez piquants, assez corrosifs. Parce que je pense qu'en plus, avec 2 excellents orateurs comme ça, sur des sujets peut-être un peu plus originaux, mais où les positions auraient pu être encore plus tranchées, peut-être moins gentilles, il y aurait eu la possibilité de décupler leurs compétences et de montrer toute l'étendue de leur pédigré. Voilà. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois, d'ailleurs.
Et du coup, après des délibérations qui furent, ma foi, à la fois fructueuses et assez compliquées, parce qu'on était à la fois mitigés, et puis la différence de niveau n'est pas du tout, est pas flagrante. On a 2 excellents candidats. On a décidé, roulement de tambour, que ce serait Maxime, ce soir, qui remporterait cette belle coupe qui a disparu, mais qui doit être dans le coin. Et je pense qu'on peut une dernière fois les féliciter tous les deux et les applaudir à tout rompre. Félicitations, du coup, Maxime. Partez pas si vite, on va faire une photo après, si c'est possible, donc avec tous les candidats, le jury et nous, les membres de l'association. Pour finir cette soirée, je voulais remercier toute l'équipe déjà d'Eloquence pour avoir organisé donc, ce concours. Merci à Monsieur Brugnot aussi pour les photos et les vidéos. Vous pouvez l'applaudir. Et surtout, merci à vous, le public, d'être venu soutenir nos candidats. Vous pouvez vous applaudir. Enfin, merci au jury d'avoir pris le temps de venir ce soir. Merci aux 4 finalistes, mais bien évidemment aussi aux 9 candidats donc, qui étaient initialement en lice, sans qui ce concours ne serait pas possible. Donc pour finir, on peut applaudir le finaliste et tout le monde. Donc voilà, merci à tous d'être venus et on va faire une petite photo si c'est possible. Et voilà. Merci.